Connais ton histoire ou sois voué à la répéter. Hem, j'ai trouvé ça absolument scandaleux qu'à l'école, finalement, on apprend très peu de choses sur les droits des femmes. On va nous apprendre le droit de vote, qu'il y a des inégalités salariales, mais par exemple, ils vous expliqueront jamais ce que je vais vous expliquer maintenant. 1, le mariage à vie n'est pas naturel et a en fait été imposé par l'Église en 1545 au Concile de Trente, où ils ont déclaré que le mariage est indissoluble et sacré, sachant que le divorce, du coup, est interdit et que les femmes n'avaient pas le droit de choisir leurs époux. Je répète, en 1500, ils ont décidé que non seulement tu ne pouvais pas choisir ton époux, mais en plus, une fois qu'on te l'a choisi, il est indissoluble. Autant vous dire que c'est de l'esclavage sexuel. Donc avant ça, il faut savoir que en Gaule, c'était essentiellement des Celtes colonisés par les Romains, et que les Celtes, ils avaient des lois beaucoup plus humaines. Les femmes pouvaient divorcer, elles pouvaient hériter, elles pouvaient être guerrières, elles pouvaient être druidesses. Et en fait, 1500, ça correspond plus ou moins à la date où ils ont commencé à vouloir conquérir l'Amérique et l'Afrique. Et moi, je les soupçonne d'avoir fait ça, surtout pour que les femmes fassent un max d'enfants, qui auront un max de problèmes dans leur tête, pour pouvoir mieux les transformer en petits colons. Donc, le Concile de Trente impose les règles strictes du mariage. Là, ce qui ne m'a pas mis dans le récap, c'est que pour imposer ça, c'est là où on a commencé les chasses aux sorcières. On a commencé à tuer toutes les femmes qui savaient faire avorter, toutes les femmes qui savaient soigner, mais aussi tous les hommes qui n'étaient pas d'accord. Ensuite, il me fait un petit gap dans le temps. 1804, Code Napoléon, où officiellement, donc c'est notre premier code civil, les femmes mariées sont soumises à leur mari, interdites de travailler, de gérer leurs biens, et surtout aucun droit sur leurs enfants. C'est ce qu'on appelle la puissance paternelle. En fait, cette puissance paternelle, vous verrez qu'elle restera en vigueur jusqu'en 1970, c'est-à-dire que la majorité d'entre nous sommes nés dans une période où on dit que la femme est censée être responsable des enfants, mais légalement, elle n'a aucun droit. Donc le fameux Napoléon, en 1816, il réintroduit le divorce. Il réintroduit l'interdiction du divorce. Donc ils imposent cette vision chrétienne à tout le monde, où tu n'as ni le droit de choisir ton mari, ni de le quitter. Ce qui nous aide, entre gros guillemets, c'est la Première Guerre mondiale, où ils ont tué tellement de mecs qu'ils n'ont plus personne. Et donc en fait, jusque-là, ils avaient fait passer ces lois inhumaines sous prétexte de sacralité, et aussi en disant aux femmes, mais vous êtes trop faibles, vous n'êtes pas capables de travailler. Sauf que du coup, à la Première Guerre mondiale, comme ils n'avaient plus personne, les femmes commencent à travailler et elles se rendent compte que c'était des conneries tout ça. Et donc là, elles commencent à se battre pour qu'on arrive en 1938 de l'abolition de l'incapacité juridique des femmes en France, mais toujours avec cette puissance paternelle. Ça veut dire que concrètement, avant cette date, dans cette fameuse démocratie dont ils nous vantent tant, les femmes n'avaient aucun droit juridique. Tu ne pouvais ni choisir ton mari, ni lui dire non, ni avoir des droits sur ton enfant, rien. Donc en 1945, après des dizaines et des dizaines d'années de lutte, on obtient le droit de vote, une des seules choses qu'on nous parle à l'école. Je soupçonne que c'est grâce à ça que du coup en 1956, on a les premières réformes du droit parental. C'est les premières fois où dans la France christiano-romaine, les femmes commencent à avoir un droit sur leurs enfants. C'est quand même, moi ça me rend dingue qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Bon, enfin bref, merci ChatGPT. Et une autre des dates clés, c'est en 1965, fin de l'autorisation maritale pour travailler. C'est-à-dire que concrètement, avant 1965, si une femme était mariée, eh ben, elle ne pouvait pas contracter un contrat de travail
sans que monsieur lui fasse une petite lettre. Moi, sous-signé, mari de madame, l'autorise. Elle n'avait pas non plus le droit d'avoir de compte bancaire, et je rappelle, elle n'avait aucun pouvoir sur leurs enfants. 1965, c'est la génération de ma mère, c'est la génération de beaucoup de parents d'entre nous. Donc si ça peut vous aider à pardonner nos mères sur pourquoi elles avaient aussi peu de pouvoir et de pouvoir personnel face à ces maris violents, faut pas chercher plus loin. C'est que concrètement, avant 1965, toutes nos grand-mères avaient intégré l'idée que pour travailler, il fallait compter sur l'autorisation de son mari. Et c'est qu'en 1970 qu'on assiste, après beaucoup trop de luttes, j'imagine, à la fin de la puissance paternelle. Donc l'autorité parentale devient conjointe. Donc c'est quand même assez dingue qu'on ne nous dise pas que jusqu'en 1970, les femmes n'avaient zéro droit sur leurs enfants, sachant qu'elles n'avaient pas non plus droit à l'avortement, ni à la contraception, ni au divorce. Autant vous dire que c'était l'esclavage, et que vu de ce point de vue-là, on est quand même hyper avancé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, de 1970 à aujourd'hui, 2024, c'est incroyable ce qu'on a réussi à faire, étant donné les circonstances. Bon, en 1962, ils votent la loi d'égalité salariale. On sait bien que c'est du bullshit. Et une date qui me choque d'autant plus, c'est 1992, abolition du devoir conjugal, reconnaissance du droit au consentement sexuel dans le mariage, et seulement en 1994, la reconnaissance du viol conjugal comme un crime en France. Concrètement, ça explique pourquoi c'est qu'aujourd'hui, en 2020, qu'on découvre, qu'on apprend ce que c'est le consentement. Parce que moi, je suis née en 91, donc techniquement, ma mère qui était mariée, même si elle avait voulu dire non à mon père, elle n'était pas dans son droit. Ce que voulait dire cette notion de devoir conjugal, c'est que si un mec estime que tu ne lui dis pas assez oui au lit, même si vous avez 4-5 enfants, le juge pourra déclarer que c'est ta faute, qu'il fallait dire oui, que c'est ton devoir conjugal, et donc techniquement le viol était légal entre époux. Et ça, il faut bien comprendre que ce sont des lois qui sont communes à toutes les sociétés qui se disent religieuses, mais que, quand vous le voyez, ça a commencé en 1545, et la prochaine fois, je vous parlerai un peu plus des sociétés qui ont existé et qui existent toujours avant, où le mariage n'était pas à la base de la famille, tout simplement parce qu'ils avaient la conscience que s'il n'y a que 2 personnes pour s'occuper d'un enfant, et que l'un en plus est voué à aller au travail et à la guerre, l'une elle se fait avoir, et elle est toute seule. Et donc les enfants étaient protégés par la famille maternelle, ensuite par la famille paternelle, mais avec cette règle de puissance paternelle qui, je pense, a totalement tué l'empathie et la vision maternelle de l'éducation. Je répète, avant 1970, concrètement, une femme n'avait zéro droit sur ses enfants. Et avant 1992, elle n'avait zéro droit sur le fait de dire oui ou non à un mec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait beaucoup avancé psychologiquement, spirituellement, avec toutes nos histoires de développement personnel, il y a encore plein de gens qui ont grandi avec des parents qui n'ont connu que cette règle morale-là, et qui donc ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas accès à cette connaissance qu'on ne diffuse pas à l'école. Enfin voilà, c'était le but de cette vidéo, c'était vraiment qu'on se rende compte de l'histoire pour qu'on se batte pour les vraies choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de demander à un mec de mieux participer à la maison, c'est de voir mais comment on faisait alors avant les familles basées sur le sexe et basées sur l'interdiction du sexe en fait. C'était des familles qui étaient basées sur le droit maternel, donc une mère va être soutenue par ses frères, par ses sœurs, et ils vivaient dans des tribus entre 50 et 100 personnes, ce qui assurait aux enfants de ne jamais être seuls, de ne jamais être abandonnés.
pas de prostitution, parce que du coup le sexe était libre, donc il y avait pas cette histoire de «ça y est, je suis maman, donc je ne peux plus du tout le quitter parce que de toutes les façons, je n'ai pas le droit au travail» jusqu'en 1965, et même si je quitte, même si je décide que c'est pas grave, que je pars et tant pis pour l'argent, tant pis je finis clocharde, et ben ça veut dire que j'accepte d'abandonner mes enfants. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, bah, les femmes, on s'est retrouvées complètement prisonnières de ce système parce que, bah, au fur et à mesure de nos libérations, et ben ils nous ont toujours caché la vraie face de l'histoire. Enfin voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que ça nourrira à la fois votre révolte, mais surtout une forme de positivisme, parce que ça veut dire que ce qu'ils nous disent étant naturel et, et donc non changeable, mais en fait c'est juste un lavage de cerveau sur comment ils ont vraiment fait pour nous soumettre à ce point. Donc des bisous et prions tous pour la Terre, pour qu'on retrouve une société plus pacifiste, pour qu'aucun enfant ne souffre plus de la violence ni de sa mère, ni de son père, ni de l'isolation et ni de l'État. Bisous.